Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre, pour cette table ronde qui n'en a que le nom, mais en tout cas pour ce débat, pour cet échange au titre et à la thématique peut-être un brin provocatrice. Leadership féminin dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, mythe ou réalité? Et il y a ce point d'interrogation sur lequel nous allons débattre. Une table ronde, un échange qui prend place dans le cadre du mois de l'ESS. C'est la 16e édition de cette manifestation nationale qui a lieu au mois de novembre. Le mois de l'ESS, si on doit résumer, c'est le mois des acteurs qui font l'économie sociale et solidaire pour témoigner de ce qu'elle peut apporter à notre société en pleine transition. Et puis ce mois permet aussi, par les différentes manifestations qui sont organisées, permet à tous les citoyens, les citoyennes de mieux comprendre ce qu'est l'ESS. Et à l'occasion du mois de l'ESS, donc, UpCop accueille l'expo Matrimoine de l'ESS et s'interroge sur la place des femmes dans le management et la gouvernance des organisations de l'ESS. D'où cette thématique que je vous ai donnée en préambule, leadership féminin dans l'ESS, mythe ou réalité. Pour débattre de cette thématique, 4 invités. Merci Catherine Touvray d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice générale d'Harmonie Mutuelle, vous êtes également directrice assurance et protection sociale du groupe Vive. Fatima Bellaredj, merci de votre présence à nos côtés. Vous êtes déléguée générale de la CGSCOP et présidente de la commission égalité femmes-hommes du Conseil supérieur de l'ESS. Je me permets de regarder bien mes notes pour ne faire aucune boulette. Et puis merci aussi Frédéric Prunder de votre présence avec nous. Vous êtes délégué général du mouvement associatif. Et puis enfin, Youssef Achour, vous êtes président de la coopérative UpCop et du groupe Up. Et avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous laisser la parole, Youssef, puisque nous sommes dans vos murs et vous êtes à l'initiative de cette table ronde. Merci Philippe. Et d'abord, vous souhaiter à tous la bienvenue et remercier Catherine, Frédéric et Fatima pour avoir accepté cette invitation. Et vraiment de manière extrêmement chaleureuse, vous dire vraiment qu'on est très très content. Je suis vraiment très très content que vous soyez parmi nous pour animer, pour participer à cette table ronde. Remerciements également aux salariés de la coopérative qui sont présents ici, à ceux qui sont connectés en visio. C'est vrai, comme vous l'avez dit Philippe, on a souhaité aussi participer, le groupe Up, à ce mois de l'économie sociale et solidaire. Et puis, à l'intérieur au sein de ce mois de l'économie sociale et solidaire, c'était apporter notre contribution. Et parmi la première thématique que nous avons souhaité prendre en main, c'était celle, effectivement, de la place des femmes dans l'économie sociale et solidaire, et en particulier la manière, au travers de l'exposition, sur l'exposition matrimoniale, montrer effectivement que l'économie sociale et solidaire s'est construite aussi avec les femmes et qu'un certain nombre de femmes ont eu une contribution extrêmement importante. Et ça nous amène au sujet. C'est une entreprise comme la nôtre doit se questionner et doit avancer sur la question de l'égalité, de la parité femmes-hommes, dans l'ensemble de ses représentativités, que ce soit celle de la gouvernance, mais que ce soit aussi celle de la vie professionnelle et de la promotion des carrières professionnelles. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai souhaité, et nous avons souhaité avec le conseil d'administration, organiser cet événement. Et tout cela repose en fait sur un constat, c'est que nous sommes une coopérative, nous sommes une SCOP, nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et pourtant nous avons encore un travail à mener sur la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et surtout, j'ai pris l'engagement, dans le cadre du nouveau mandat que j'ai de président pour les 4 années qui viennent, d'améliorer et de participer à faire en sorte que notre entreprise soit meilleure sur ces sujets d'égalité professionnelle femmes-hommes. Et c'est pour ça que, pour démarrer profiter du mois de l'économie sociale et pour démarrer ce nouveau mandat au travers de cet engagement que j'ai pris, c'est faire appel à des personnalités, à des femmes qui aujourd'hui occupent des fonctions, ont eu une histoire professionnelle dans l'économie sociale et solidaire, et profiter de leurs témoignages pour aussi lancer cette problématique que je souhaite mener dans le cadre de ce mandat et profiter du mois de l'économie sociale et solidaire pour cela.
Nous allons donc passer une petite heure ensemble avec nos invités. Nous allons faire une sorte d'état des lieux. Nous allons voir un petit peu comment ça se passe parce que nos invités ce matin représentent aussi bien le monde mutualiste que l'univers des scopes ou encore le milieu associatif. Donc un état des lieux et puis peut-être aussi des pistes de réflexion, des échanges de bonnes pratiques pour voir ce qui se cache derrière ce soi-disant leadership féminin. Et puis on va peut-être revenir aussi sur des chiffres qui interpellent. Je vais commencer avec vous, Fatima Bellaredj, en rappelant que vous êtes la présidente de la commission égalité femmes-hommes du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Alors un chiffre justement, 67% des emplois de l'ESS sont occupés par des femmes. Ça c'est la source que nous avons de Panorama en 2022, le panorama de l'ESS. Donc dans un secteur aussi exigeant sur les sujets de la démocratie, de l'égalité, de l'inclusion, peut-on faire le constat finalement que les femmes sont très représentées dans les instances de direction de l'ESS? On va même pouvoir l'objectiver parce qu'on a même des chiffres. Alors ça permet Allons-y. effectivement d'avancer sur la réflexion en se disant qu'on peut encore avancer sur le sujet. Effectivement, 67% de femmes avec une diversité de l'économie sociale, comme vous l'avez rappelé. Et donc, sur les 67%, je vais juste vous partager quelques éléments parce que ça nous permet aussi de voir quel est le chemin à parcourir. Je vais commencer uniquement sur les instances de gouvernance, puisque là, on a déjà un premier chiffre à avoir en tête. Vous avez beaucoup plus de femmes présidentes dans les structures de petite taille. Moins de 10%, nous avons 48% des femmes qui sont présidentes. Et puis, dès que vous passez sur des structures qui comptent plus de 50 salariés, vous tombez à 18%. Donc, on voit bien, en tout cas, que plus il y a des enjeux de pouvoir et plus il y a encore un chemin à parcourir, même si Frédéric du mouvement associatif me disait que sur les 2-3 dernières années, il y avait une certaine avancée. Alors peut-être juste vous dire aussi que les facteurs sont clairement identifiés sur ce qui freine, donc on aura l'occasion de revenir notamment sur le plafond de verre. Ce n'est pas forcément la même démarche de la part d'une femme et d'un homme sur des postes, notamment en termes de gouvernance, en termes de top management, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc effectivement, il y a un enjeu à pouvoir accompagner. Moi je suis ravie de ce que j'ai entendu de ce qui a été dit par Youssef, parce que le démarrage commence bien par on identifie qu'il y a un sujet à traiter et on va pouvoir l'accompagner. Puis peut-être un deuxième élément qui me paraît important, ce sont les questions de rémunération. Sur les questions de rémunération, vous l'entendez de manière générale dans l'économie, il y a aussi des écarts qui restent encore beaucoup trop importants. Alors ils sont liés notamment au fait que les femmes sont beaucoup plus à temps partiel que les hommes, donc ça fait déjà une différence. Mais pour vous donner tout compris, on a un écart de salaire de 23% entre les femmes et les hommes de manière confondue, quel que soit le type de poste. Et cet écart, quand on le regarde justement pour mettre de côté la dimension temps partiel, reste relativement important, il est de 16%. Alors, ceci dit, il est un petit peu moins important dans l'économie sociale que dans l'économie en général. Donc ça, c'est un point important. Donc à temps plein, on a 16% d'écart de rémunération sur l'économie sociale, alors que dans l'économie tout confondu, on est à 18%. Ça, ce sont des chiffres qui sont stables. Est-ce qu'il y a des frémissements dans ces chiffres que vous nous donnez? Alors franchement, il n'y a pas beaucoup de frémissements. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable enjeu dans l'économie en général. Et j'allais dire là, en tant que présidente, dans les travaux qui ont pu être menés, y compris par rapport à mes prédécesseuses, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin en tout cas, ma chère Elisa Bralé, qui est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, ce sont des chiffres en fait qui n'ont pas beaucoup bougé. Et je pense très clairement qu'ils ne bougeront pas en fait s'il n'y a pas cette volonté, d'où l'importance en tout cas de formaliser et de dire voilà, on a envie de faire quelque chose. Et donc pour la petite histoire, à la suite de des deux rapports de la commission qui ont été établis, le dernier date il n'y a même pas un an, il y avait une charte qui avait été mise en place il y a 5 ans,
qui était de dire on va tous se mettre d'accord sur ce constat. Alors, je pense que sur le constat, il n'y a pas de sujet. Tout le monde a tout à fait conscience qu'il y a vraiment un travail à faire. Néanmoins, cette charte qui annonçait la volonté de mettre en place un plan d'action pour permettre d'accompagner les gouvernances et les directions, notamment ces zones de pouvoir en particulier, est restée en fait sans impact réel, en tout cas d'un point de vue statistique. Donc ça, c'est un état des lieux, finalement, de ce que propose la Commission sur l'égalité homme-femme du Conseil de l'ESS. Alors, dans le milieu associatif, puisque vous, Frédéric Pfaender, c'est votre univers, le milieu associatif. Vous êtes délégué général du mouvement associatif. Quel est votre regard ? Quelles conclusions tirez-vous actuellement ? Merci. Alors effectivement, je suis délégué général du mouvement associatif. Le mouvement associatif, ça rassemble la grande diversité des associations. Donc du coup, c'est évidemment une focale particulière. C'est un constat en demi-teinte, en fait, moi, que j'ai sur ces sujets-là. Parce que je suis vraiment convaincue que l'espace associatif est vraiment un espace d'émancipation pour les femmes et qu'il l'a été depuis longtemps. L'espace associatif, je le redis juste, c'est quand même 90% d'associations bénévoles, 10% d'associations employeuses. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on se pose. Autant de femmes engagées que d'hommes en tant que bénévoles. Et effectivement, si on va sur les chiffres de la gouvernance, ils ne sont pas tout à fait à la hauteur de ça, très clairement. Même si ça progresse significativement. Je reviens juste à cette question de l'espace d'émancipation. Je pense que vraiment, le monde associatif est un endroit où des femmes ont justement pu poser leur volonté d'agir, de prendre des responsabilités, de faire bouger le monde. Bon, voilà, la cause féminine et féministe, elle est quand même assez fortement née dans des espaces associatifs et portée par des espaces associatifs. Mais clairement, ça n'a pas irrigué l'ensemble du monde associatif. Donc quand on va ensuite regarder dans le détail ce qui se passe dans le monde associatif, on voit très clairement qu'en fonction des champs d'activité qui sont divers, les constats ne sont pas les mêmes sur l'accès aux responsabilités de façon large. Aujourd'hui, on le disait, c'est dans le monde associatif, un peu comme dans l'ESS, on est près sur les mêmes chiffres, c'est 38% de femmes présidentes, toutes associations confondues. Ceci dit, si on prend des champs spécifiques comme l'action sociale, l'humanitaire, le social, l'humanitaire, la santé, on a une petite majorité de femmes présidentes. Ce sont les derniers chiffres qu'on a eu vraiment très très récemment. Ce sont ces frémissements et ces évolutions très clairement. Aujourd'hui, il y a 55% de femmes présidentes dans les associations du champ social, humanitaire et action sociale et santé. Alors, c'est sans doute encore insuffisant au regard, ça n'est pas le reflet du nombre de femmes engagées dans ces espaces-là, puisqu'ils sont très très majoritairement féminins, mais ceci dit, ça montre bien que sur ces champs-là, les choses bougent. Si on regarde en face le secteur du sport, chasse, pêche, il reste extrêmement majoritairement masculin. Voilà. Le monde associatif, c'est aussi cette diversité-là. Et assez curieusement, il y a finalement plus de femmes présidentes dans les associations employeuses que dans les non-employeuses. Moi, j'étais assez surprise par ces chiffres qui sont assez récents. Et on voit qu'il y a une progression du nombre de présidentes des associations employeuses. C'est vrai que plus elles sont grosses, moins il y a de femmes. Ceci dit, ça a significativement bougé au cours de ces dernières années, puisqu'aujourd'hui, dans les structures associatives de plus de 50 salariés, on a quand même 40% des femmes à la présidence, alors que c'était 25% il y a 15 ans. Donc, les choses bougent, heureusement. On ne peut pas se dire que tout est parfait et qu'on peut laisser ce sujet derrière nous, ce qui est dommage, mais il y a quand même des avancées relativement significatives, à mon avis. Si on a une association plus récente, par exemple une association qui se crée aujourd'hui dans quelque domaine que ce soit, est-ce qu'on a plus de chances justement d'avoir une femme que sur des associations qui ont pignon sur rue depuis des décennies ? Et oui, c'est intéressant, mais on y reviendra certainement sur la question des freins. Ce qu'on constate effectivement dans les chiffres, c'est que plus une association s'est constituée récemment, plus le taux de présidente est important. Donc, bon, on en retirera peut-être quelques conclusions ensuite. Mais alors là, on évoque avec vous le monde associatif. Catherine Touvray, c'est intéressant de savoir également si les choses bougent, si les choses évoluent dans l'univers du monde mutualiste. Oui. Peut-être, je vais juste commencer par redire d'où je parle, c'est-à-dire Harmonie Mutuelle, on est à la fois un employeur, on a 5000 salariés, on a 2000 bénévoles, des instances de gouvernance politique managériale,
Et on est également donc un acteur de protection sociale. Et à ce titre-là, on a 5 millions d'assurés, on a 70 branches professionnelles, 70 000 entreprises. Et du coup, j'ai un regard comparatif. Parce que tout à l'heure, Youssef a dit « et pourtant ». On est de l'ESS et pourtant. Et donc, le regard général que je porte, c'est que dans l'ESS, on n'est pas mieux que dans d'autres secteurs, voire moins bien que dans d'autres secteurs, alors même que le vivier est important. Fatima, vous disiez, pardon, qu'on avait 67% de femmes. Dans certaines branches professionnelles, dans le secteur médico-social, par exemple, on est à plus de 70, voire 80%, et pourtant. Et donc, ça m'amène à un deuxième constat, qui est celui de ce vivier et de la disponibilité, et toujours sur ce regard un peu général. Quand on regarde les taux d'absentéisme, qui sont un des sujets, un des indicateurs intéressants de ce qui va bien ou mal dans les entreprises, donc ils se dégradent année après année, malgré tout ce qui est fait sur tout un tas de domaines. Et nous, on a l'habitude, et je m'arrêterai là, de résumer en fait le problème de l'absentéisme en 3 tiers et pas en un seul tiers, c'est-à-dire un premier tiers auquel on pense habituellement, le ou la salarié est malade, a un accident, un problème de santé, que sais-je, enfin voilà, il est personnellement concerné et dans l'obligation de s'arrêter. Ça, c'est qu'un tiers en fait, c'est pas 100% des problèmes. Le deuxième tiers, c'est pas moi, c'est mon environnement. J'ai des enfants, j'ai un conjoint, j'ai des parents, je suis dans une situation d'aidant, je suis dans une situation de famille monoparentale, etc. Un tiers. Et le troisième tiers, c'est ce qu'on va qualifier d'organisation des entreprises et de mismanagement. Donc, et dans l'organisation des entreprises, on y reviendra peut-être après, il y a un sujet très intéressant qui est le temps de trajet. Et quand vous regardez en fait la corrélation entre le taux d'absentéisme, le temps de trajet et la taille des organisations, le taux d'absentéisme croît avec la hausse du temps de trajet et avec la hausse de la taille des entreprises. Et donc ça amène à un océan de questionnement et de leviers d'action pour les dirigeants, parce que c'est quand même ça à la fin. Moi, je crois profondément qu'il n'y a pas de déterminisme, il y a du volontarisme, ça a été déjà dit, finalement, sous d'autres formes par les trois. Et il y a beaucoup de leviers à actionner pour que les choses changent. Et quand je dis il n'y a pas de fatalisme ou pas de déterminisme, il y a du volontarisme, et je réponds enfin à votre question, il y a le pire et le meilleur. Moi, je garde... Il y a des entreprises mutualistes dans lesquelles on a des chiffres qui sont très très bons, mais plus finalement parce qu'il y a eu du volontarisme sur des sujets de diversité. Parce que pour moi, la parité est l'une des composantes de cet enjeu de diversité. Et puis d'autres dans lesquelles on est resté au XIXe siècle. Donc je garde l'expression « et pourtant », puisque finalement ça fait partie des questions que vous vous posez. Youssef Achour, en ce qui concerne Hub, justement, là aussi, état des lieux, constat. Alors le constat, c'est que si vous prenez la coopérative, c'est quand même près de 800 collaborateurs, de salariés, 60% sont des femmes. Et quand on regarde après les évolutions, on s'aperçoit que 70% de l'entreprise, 70% du management est composé d'hommes et 30% de femmes. Donc on a déjà une problématique entre le sujet de la représentativité, femmes-hommes, 60% de femmes, mais 70% des managers sont des hommes. Ensuite, on s'aperçoit que 39% des femmes sont cadres. 55% des hommes sont cadres. Conséquence, c'est même si nous avons une organisation grâce au dialogue social, grâce avec les partenaires sociaux qui font que nous avons une grille des salaires qui est identique pour tout le monde, simplement dans la grille des salaires, en fait, on s'aperçoit qu'elle génère, du fait de cette composition que j'ai donnée, alors qu'elle paraît égalitaire sur le principe, mais le fait qu'il y ait 55% d'hommes cadres que 39% de femmes cadres, on a des salaires moyens, que ce soit au niveau des employés, que ce soit au niveau des cadres et que ce soit au niveau du management, qui créent de l'inégalité salariale, du fait de cette sous-représentativité, de ce manque effectivement de représentation équilibrée entre femmes et hommes dans l'entreprise. Donc c'est ces constats-là qui nous ont amenés
Et l'écart se creuse encore plus quand vous êtes au top management. C'est-à-dire que là, quand vous êtes vraiment au niveau du COMEX, au niveau des dirigeants, là, cette fois, les écarts sont très importants. Et encore une fois, pourtant, on part d'un système égalitaire. Le principe coopératif, c'est une femme, un homme égale une voix. La gouvernance, c'est la parité. Au conseil d'administration, dans nos organes, etc., on veille partout à la parité. Mais les règles salariales sont définies de manière effectivement à ce que ce soit égalitaire. Une femme est censée toucher pour le même poste le même salaire qu'un homme, simplement ça se situe au niveau des grilles. C'est-à-dire il y a une grille, le minimum c'est souvent les femmes et le maximum c'est souvent les hommes pour un même poste dans la grille. Et ensuite après il y a la promotion professionnelle, l'évolution professionnelle qui fait que tout cela génère des écarts encore plus importants. Donc c'est vraiment ce travail-là sur lequel on fait le constat et qu'il nous faut apporter des réponses, apporter des solutions, parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce phénomène. Et paradoxalement aussi, ce phénomène s'est accentué ces derniers temps. Pour des raisons d'interne, de départ de femmes dirigeantes, etc. etc. Et pour l'instant, le vivier féminin est beaucoup moins important que le vivier masculin. Et on y reviendra sur les raisons après. Mais encore une fois, on a des exemples. On a travaillé récemment avec Virginie, notre DRH, la DRH Group, qui est présente là. Et quand on a voulu, quand il y a eu des postes de management à prendre récemment, on a constaté qu'effectivement, il n'y avait que des hommes qui candidataient. Alors c'est intéressant parce que finalement, quels que soient vos univers, on sent que les situations sont peu ou prou les mêmes, et on sent aussi surtout qu'il y a une réelle volonté, mais qu'il y a des freins. Alors, une fois qu'on a fait l'état des lieux, qu'on a fait les constats, peut-être essayons de voir ensemble quels sont les freins et voir s'ils sont différents en fonction des univers dans lesquels vous évoluez. Justement, commençons peut-être avec le mouvement associatif. Frédéric Prunder, quels sont les freins, vous, que vous avez pu identifier sur cette thématique ? Alors, je ne pense pas qu'ils soient très différents en fonction des univers, parce qu'en fait, nous vivons tous dans la même société. Donc, je pense qu'il y a vraiment un sujet autour de la force de l'habitude et de schémas très construits. Ce qu'on disait tout à l'heure, plus une association est ancienne, plus on a de présidents. Mais ça dit quelque chose d'un ensemble. Voilà, les hommes sont là et sont aux responsabilités depuis très longtemps. Et puis, on va prendre l'habitude d'aller chercher au plus facile, d'une certaine façon, et de ne pas forcément interroger la pratique. Je pense que vraiment, la démarche volontariste, on l'a dit, mais je pense qu'il faut le redire tout le temps, il ne suffit pas de se dire il faut travailler sur l'égalité femmes-hommes et sur la parité, il faut mettre en place la démarche volontariste, parce qu'il faut déconstruire de l'habitude et aller chercher. Je pense que la représentation aussi très masculine de ce qu'est le pouvoir et la responsabilité limite aussi l'accès aux responsabilités des femmes. Donc c'est sans doute ça aussi qu'il faut travailler en même temps que le sujet égalité femmes-hommes, comment on représente l'accès aux responsabilités, comment on représente les responsabilités, l'exercice des responsabilités. Un exemple dans le monde associatif aussi, les bureaux, donc président, trésorier, secrétaire, lorsqu'ils sont mixtes, sont beaucoup plus souvent présidés par des hommes. Il y a pas mal il y a des associations où il y a des bureaux non mixtes, non pas par décision, mais parce que ça se trouve comme ça, donc que des femmes ou que des hommes. Il y a de plus en plus de bureaux non mixtes féminins, mais ce que l'on constate, c'est que quand un bureau est mixte, c'est avant tout l'homme qui va être président, et c'est ce qu'on disait au départ, les postes de secrétaire vont être très souvent occupés par des femmes. C'est la force de l'habitude, on va dire. Donc là, il y a vraiment de la déconstruction à poser. Je pense que de toute façon, on est quand même dans aussi un changement générationnel qui, heureusement, impacte nos structures et qu'on est poussé par de nouvelles générations à réfléchir différemment. Et puis dans les freins, je pense qu'il y a la question de l'illustration, évidemment. Et l'exposition matrimoine, pour ça, est intéressante. J'espère que vous avez tous et toutes fait le tour ce matin. Mais se dire, c'est possible, oui, des femmes exercent des responsabilités, ont porté des enjeux, sont capables de les faire avancer. Je pense que c'est important pour que les femmes se sentent autorisées à le faire et pour que des hommes réalisent aussi qu'ils sont entourés de toutes ces femmes qui agissent.
Fatima Bellaredj, par votre expérience au sein du Conseil supérieur de l'ESS, puisque l'on évoque les possibilités de freins visibles ou peut-être plus inconscients, vous, qu'avez-vous constaté ? Moi, surtout, ce que j'ai constaté, c'est que ces freins, ils sont assez généralisés dans l'ESS et au-delà de l'ESS. Je crois que tout ce qu'on est en train d'évoquer, oui, Catherine, tu reprenais, bon, on va se tutoyer, hein, c'est plus simple. Oui, j'ai cru comprendre que vous vous connaissiez un petit peu. Voilà, on s'est déjà croisés, etc. Donc, mais le mot déterminisme, ben, je pense que vous le constatez aussi tous les jours, quoi. On est élevé d'une certaine manière. Moi, je donne souvent l'exemple de la manière dont, voilà, j'ai un fils et une fille. Je crois que même en étant super féministe, j'ai quand même dit à ma fille que voilà, les couettes, ça lui allait vachement bien. Et j'ai dû dire, sans faire exprès, à mon fils, ben non, faut pas pleurer quand même. Voilà. Donc on a grandi comme ça, on a été éduqués comme ça. Donc c'est vrai que derrière, ça veut dire qu'il y a une déconstruction en fait à faire sur ce sujet-là. Et donc tout ce qu'on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure, c'est que spontanément, dans les freins, il faut avoir clairement ça en tête, parce que la réalité, c'est que quand vous avez des postes de top management ou de la gouvernance, vous avez spontanément des candidatures masculines, c'est-à-dire que voilà, ça va intéresser, on va se dire, ah bah tiens, il y a un poste qui se libère, j'y vais, etc. Et puis, quand vous êtes une femme, vous allez d'abord vous mettre un certain nombre de freins. On évoquait l'environnement familial, ou bien ce que ça peut impacter quand effectivement à la maison vous vous occupez des enfants. Forcément que ça va avoir une incidence dans la prise de décision que vous allez avoir. Donc vous allez vous mettre en tant que femme beaucoup plus de freins, ça c'est une réalité, pour candidater à des postes sur lesquels vous avez tout à fait les mêmes compétences. On peut l'expliquer comment ça? C'est une appréhension? C'est une peur de ne pas être à la hauteur? Il y a beaucoup une question d'éducation, donc on attend beaucoup des jeunes générations qui réfléchissent plus pareil. Là, ils nous disent tous qu'on est complètement has-been et c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est aussi l'environnement professionnel dans lequel on est, c'est-à-dire que je vais reprendre l'exemple de l'ESS. On a une figure de présidence qui est le mâle blanc de 60 ans, en moyenne. C'est une réalité. Bon, tu es un peu moins blanc, mais voilà, sinon les autres critères... Vous n'avez pas 60 ans, mais voilà, et donc du coup, ça aussi, vous l'intégrez, c'est-à-dire que... Et puis vraiment, en plus... on est dans un univers sur lequel vous n'allez pas vous autoriser quand vous êtes une femme. Puis vous savez, dans ce milieu, on est toujours préoccupé quand nous sommes à ces postes de pouvoir, je m'inclus dedans, à qui va prendre la suite. Et donc même si vous êtes dans une organisation démocratique, comme dans une SCOP, vous allez réfléchir à qui va prendre la suite. Et je ne sais pas si je pourrais donner l'exemple là de ce que nous avons pu faire à la Confédération Générale des SCOP, mais la réalité, c'est que quand vous êtes déjà un homme et que vous allez chercher qui pourrait éventuellement candidater, je ne sais pas comment vous faites, mais vous pensez d'abord aux hommes et tout ça, quoi. Donc il y a aussi ça qu'on induit, c'est-à-dire que, hormis quand effectivement vous avez formalisé que c'est un sujet important sur lequel la parité a du sens, que ça vous permet aussi un renouvellement des équipes, etc. Et là, du coup, vous allez mettre en œuvre en tout cas un plan d'action qui va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses. Je vais donner peut-être un sujet d'actualité, c'est peut-être pas bien, mais c'est pas grave. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de changements de gouvernance sur des têtes de réseau qui sont importantes chez nous. Je pense à ESS France, spontanément. Moi, à ma connaissance, il y a 2 candidatures masculines qui se sont positionnées. Alors, évidemment, comme présidente de la commission égalité femmes-hommes, je dis, mais tiens, c'est surprenant, il n'y a pas de femmes au conseil d'administration, voilà. Mais il n'y a personne qui veut. Voilà, c'est aussi une réalité. Alors justement, pour compléter peut-être ce qui vient d'être dit par vos 2 collègues, Catherine Touvray, votre regard sur ces freins, viennent-ils des organisations ou finalement est-ce que les femmes ont aussi leur part de responsabilité dans tout cela?
Oui, peut-être deux ou trois éléments, parce qu'on a entendu pas mal de choses. Déjà, je vais essayer d'être complémentaire. La première chose que je voudrais dire ou affirmer, c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées dans le quotidien presque anecdotique, voire invisible pour des gens au pouvoir, pour reprendre ce terme-là, qui n'ont pas ces problèmes-là. Et donc, je parlais des temps de trajet, qui est un truc qui est tout sauf anecdotique, mais je peux prendre de nombreux autres exemples là-dessus. Et donc, s'il n'y a pas une diversité parmi ceux qui prennent les grandes décisions, une diversité pour être sensible à rendre possible pour tout un chacun, toute une chacune, il ne se passera rien. Donc voilà. Et je trouve que ce qui est intéressant en ce moment, c'est le fait que, parce qu'on a de la pénurie de personnel, à la fois dans le recrutement, dans la rétention, etc., finalement, des problèmes de DRH qui n'étaient pas tellement forcément des problèmes de direction générale ou de directeur financier, ils changent un peu de bureau et ils passent du DRH au directeur financier ou au directeur général. Et du coup, on a une occasion peut-être un peu plus favorable en ce moment pour créer des conditions. Je parle bien du côté management, parce que du côté élu, ça a été pas mal évoqué et je suis un peu moins légitime peut-être. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est sur les cadres collectifs normatifs. Je vais prendre un exemple très précis. Sur 2 appels d'offres de protection sociale assez récents, il y en a eu un sur les chambres de commerce et d'industrie il y a 1 an ou 2, les sujets de RSE pesaient 2% de la note. Là, il y a un appel d'offres SNCF en ce moment, qui va sortir dans une semaine ou 15 jours. On a déjà le cahier des charges. La partie RSE va peser pour 40% de la note. 40%. J'ai jamais vu ça, moi. C'est bien, c'est une entreprise publique qui fait ce choix-là. Enfin, on reconnaît un certain nombre de convictions derrière. Et donc ensuite, dans les critères, ça va être intéressant. Mais donc, quand on est opérateur, qu'on soit décisionnaire public ou privé, on peut influencer. On a des achats, on a des appels d'offres publics et privés, etc. Donc ça, je crois qu'il faut pousser beaucoup. Et moi, je ne sais pas si l'ESS pousse beaucoup là-dessus, ou assez. Je ne sais pas. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a des marges de progrès possibles. C'est la conditionnalité, en fait. Et donc, voilà, je pense qu'on peut aller plus loin. Et que, encore une fois, les questions d'équilibre homme-femme, les questions de diversité peuvent trouver un espace, parce que dans RSE, il y a environnement, mais il y a aussi S pour social. Et donc, appuyer beaucoup cette dimension-là. Et puis, peut-être un dernier point, et je reviens là-dessus, puisqu'on a des organisations qui sont très différentes en appartenant au même secteur, à la même branche professionnelle, etc. C'est la question de comment dire, j'arrive pas à trouver le terme, mais de la transparence, de la publication, et du coup toutes les notions d'indices, d'index qui vont obliger à exprimer et à être comparés, pas au sein de l'ESS. Moi, je crois beaucoup, on en a souvent parlé avec Youssef, je crois beaucoup qu'il faut se comparer à d'autres, et si l'ESS est supérieur sur un certain nombre de dimensions, ça se verra, et tant mieux. Mais se comparer qu'à l'interne, ça présente peut-être pas autant d'avantages. Et donc, toutes les démarches qui vont permettre ça, encore une fois, les index, les indices, etc., je crois que c'est quelque chose dont il faut s'emparer, il faut les faire connaître. Peut-être il faut faire des pubs comparatives aussi, on a droit, je crois, à faire des pubs comparatives, donc il ne faut pas se gêner non plus. Voilà, quelques exemples. Je ne suis pas allée sur le terrain individuel, peut-être je vais le faire quand même pour finir de répondre. Est-ce que du côté des femmes, il y a des efforts à produire ou des choses qui peuvent être facilitées? Je le crois profondément. Moi, je suis un peu un dinosaure. Je suis à quasiment 15 ans de direction générale cumulée, pas dans le même poste, mais dans cette fonction-là. Et j'ai moi-même eu précédemment quelques étapes avant ça, évidemment. Et j'ai toujours refusé les promotions en première intention, toujours.
sauf une fois ou deux. À chaque fois, ça a mal fini d'ailleurs. Et quand je reviens en arrière, je me dis mais pourquoi ? C'est vraiment quand même assez incroyable. Et donc, il y a cette question d'aller chercher et de dire je crois en toi, c'est possible. Et ça, c'est vraiment les gens en situation de pouvoir, les décideurs dans les organisations qui peuvent le faire. C'est eux qui peuvent donner cette... Et ça, il faut le faire parce que tant que ça ne sera pas fait, je sais que les générations changent et qu'il y a moins de freins encore que... mais il faut vraiment, je pense, ce soutien-là et cette confiance, a priori, pour que même y penser deviennent possibles. C'est intéressant parce que là, vous nous donnez un exemple très concret et très personnel. Justement, Youssef, vous nous l'avez laissé entendre dans l'état des lieux, dans le constat pour Up, il y a une volonté de bien faire, de changer les choses, mais il y a des freins, alors visibles ou invisibles. Vous avez pu un petit peu les identifier en interne ? Oui, ceux sur lesquels, en tout cas, qu'on a pu identifier. Encore une fois, c'est toujours les freins, c'est toujours des choses qui sont presque invisibles. Hein, c'est-à-dire, c'est pas des choses qui apparaissent naturellement, de manière extrêmement claire aux yeux de tous. D'autant plus que là, on sent qu'il y a une volonté de faire avancer les choses. Donc c'est insidieux. C'est insidieux, c'est comme ça, c'est diffus dans nos organisations de travail. D'abord, je pense qu'il y a sans doute un frein qui fait partie de notre culture coopérative. D'abord, je pense que notre culture coopérative, elle part d'un monde ouvrier, donc du travail. Et le travail, c'est l'abnégation, c'est du temps. C'est le fait, effectivement, de ne pas compter ses heures et d'être engagé et investi. On y retrouve les notions de militantisme, on y retrouve tous ces aspects-là. Et probablement qu'à un moment, dans notre mode de fonctionnement issu de nos 60 ans d'existence coopérative en partant du monde ouvrier, les promotions et les avancements se sont faits naturellement par la charge de travail, par le fait d'être là, d'être présent, etc., de donner du temps. Et donc ça a sans doute participé à installer une culture où les femmes se sont un petit peu mis en retrait au fur et à mesure que ça monte. Je pense que ça fait partie effectivement de notre mode de fonctionnement, et je ne sais pas si toi, Fatima, tu le constates aussi dans d'autres coopératives, mais je crois qu'on a le fait de dire on fait partie d'un même collectif, on est à égalité sur le principe de la gouvernance, donc automatiquement la prime à la présence, la prime au travail, la prime à l'abnégation est peut-être plus valorisée. Et donc ça peut générer effectivement un sentiment du côté des femmes de se dire à un moment, j'ai aussi, j'ai pas cette possibilité de pouvoir suivre le rythme qui est donné aux hommes. Alors je sais que ça existe dans d'autres entreprises aussi, bien évidemment. Dans d'autres entreprises, si tu n'es pas là à 20h, jusqu'à 20h, déjà tu es mal noté. Si tu ne vas pas boire un verre avec tes dirigeants après, ou si tu ne pars pas faire du golf avec eux, etc., ta promotion ne sera peut-être pas suffisamment valorisée, etc., par rapport à d'autres, aux femmes qui, elles, sont peut-être plus contraintes par d'autres questionnements que la simple promotion professionnelle et la simple recherche du pouvoir. Je pense que sur ces sujets-là, les femmes n'ont pas de leçons à donner sur la question de la responsabilisation, mais par contre, effectivement, sur d'autres critères, c'est-à-dire le pouvoir ou le temps consacré au travail et au fait des à côté du travail, il y a peut-être cet écart-là. Et dans la coopérative, je pense que ça a sans doute joué à construire une culture par rapport à cela. Le deuxième aspect, il est plus général. Tout simplement, je pense qu'il y a un problème sociétal ou culturel, c'est le fait qu'il y a un moment, les femmes se posent plus de questions quand il y a une promotion à apprendre. Voilà. Elles s'interrogent plus sur comment je vais concilier un certain nombre de problématiques. Je suis une mère, voilà, j'ai aussi d'autres engagements peut-être plus personnels. Et donc, professionnellement, est-ce que je serais capable d'assumer ou d'être à la hauteur ? Donc il y a ces questionnements que peut-être un homme se pose un peu moins, en se disant, moi, si on me donne le pouvoir et si on me donne la responsabilité, je la prends et on verra après. Voilà.
Hein. Et ça fait partie des aspects culturels que la société nous a inculqués entre l'image et la manière dont effectivement doit fonctionner une femme et un homme, en particulier dans le monde professionnel. Donc je pense que ce sont des freins et des barrières qui sont de moins en moins compliqués à lever. Bon, il y a encore un travail à faire, mais je pense que la société a beaucoup évolué, et je pense que sur ces sujets-là, c'est sans doute une question de temps, mais il faut s'y prendre aussi, même si c'est une question de temps, il faut s'y prendre dès maintenant pour effectivement déconstruire ces sujets-là qui sont liés à des références par rapport à la responsabilité. Puis j'ajoute juste un dernier point. Je pense aussi qu'il y a, moi je l'ai ressenti en tout cas dans un certain nombre de collègues féminines, c'est qu'on n'a pas toujours été exemplaire aussi sur le fait que quand des femmes ont été en responsabilité chez nous, je pense que le niveau d'exigence qui est demandé, qui est attendu, n'est pas le même que pour un homme. Et je pense que quand je vois le nombre de critiques, le nombre de jugements qui est fait pour des femmes qui sont en responsabilité par rapport à leurs confrères masculins, je pense qu'effectivement, il y a un travail aussi à mener. Le niveau d'exigence, voire le niveau de critique qui est faite aux femmes quand elles sont au pouvoir, en responsabilité, est quand même assez inégal au regard d'un homme qui peut, lui, avoir des failles, des faiblesses, et pour lesquelles on va laisser passer plus que pour une femme. Et ça, c'est aussi un constat. Alors, je ne sais pas si c'est caractéristique de notre entreprise ou si c'est dans d'autres entreprises, mais en tout cas, c'est aussi un élément. J'ai toujours considéré depuis un certain nombre de temps que on ne laisse pas passer beaucoup de choses aux femmes quand elles sont en responsabilité. Donc, ça peut aussi décourager d'autres femmes en se disant « moi, je ne suis pas là pour prendre des coups, je veux bien faire quelque chose ». Et donc, ça participe peut-être à freiner aussi certaines ambitions ou certaines envies d'aller plus loin dans les responsabilités. C'était important de le souligner, et ça fait partie justement de ces peurs, de ces appréhensions que nous évoquions tout à l'heure. Donc on a identifié un petit peu, et c'est vrai que vous avez un discours relativement similaire tous les quatre, ces freins qui peuvent empêcher les femmes de s'impliquer, de s'engager davantage. Peut-être pouvons-nous, alors on ne va pas donner des recettes miracles qui vont tout changer du jour au lendemain, mais Fatima Belaredj, est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion? Est-ce que vous avez des retours d'expérience qui peuvent peut-être se partager et qui vous rendre plutôt optimiste sur cette évolution que nous évoquons? Bah oui, on est venu pour être optimiste, hein, sinon... On est là pour ça. Oui, oui. Mais je voudrais juste rebondir sur la culture coopérative pour donner quelques éléments, puisqu'on est dans une scope. En fait, effectivement, Youssef, tu insistes sur le monde ouvrier qui a été le créateur du monde coopératif, en tout cas coopératif de travailleurs. Et c'est encore une réalité aujourd'hui. Les premières coopératives se sont créées dans le secteur industriel et dans le bâtiment. Et c'est encore un poids extrêmement important. Donc à la différence des chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, si on fait un zoom sur les scopes, en fait, nous avons 28% de femmes sur la totalité des salariés. Donc on n'est pas tout à fait sur la même proportion que quand on regarde sur toute l'économie sociale. Et après, une très grande fierté, mais on peut encore aller plus loin, c'est que même si nous avons 28% de femmes, nous avons 32% de dirigeantes. Vous voyez, ça, enfin voilà. Alors pourquoi? Il faut le croiser après par la taille des entreprises, et on a, enfin voilà, je ne vais pas redire ce qui a été évoqué tout à l'heure, mais on a beaucoup plus de femmes dirigeantes dans des petites entreprises que dans les grandes entreprises. Mais néanmoins, on retient que sur 28% de femmes salariées, nous avons 32% de femmes qui ont fait cette démarche, en tout cas de se positionner ou de créer leur entreprise, etc. Alors, pour aller plus loin, effectivement, je crois que la première chose, moi je suis ravie d'entendre, on n'avait pas discuté avant avec Youssef, mais je pense que la première étape et la moitié du chemin, c'est déjà de formaliser le sujet de l'égalité femmes-hommes, de partir sur un constat avec des données objectivées et en pointant cette réalité et de le partager. Je suis sûre que là, ici ou à distance, vous n'aviez pas forcément en tête que dans le groupe, enfin dans la coopérative, c'était ces chiffres-là. Alors vous l'aviez peut-être, vous avez peut-être eu déjà une première communication, mais ça, c'est déjà une première étape qui est extrêmement importante. Ça vous laissera le loisir de décider
de ce que vous souhaitez faire par la suite, mais ne serait-ce qu'avoir déjà cette information et de se poser la question de « Ah, tiens, mais il y a une réalité où on ne se positionne pas sur des postes parce que je vais faire passer d'abord ma vie familiale, enfin voilà, etc. etc. » C'est déjà une première étape. Je te rejoins complètement aussi sur le point, je n'ai pas de données objectivées, c'est bien dommage, mais effectivement, on exige beaucoup plus d'une femme que d'un homme, en particulier sur les postes à responsabilité. En tout cas, on est beaucoup moins indulgent. On a très régulièrement beaucoup de témoignages sur le poids en fait, ce que peut être en tout cas une prise de responsabilité sur lesquelles on ne va pas forcément s'interroger, mais c'est aussi à nous de s'interroger et de mettre des actions en place. Alors, si je reprends ma casquette de présidente de la commission égalité femmes-hommes, il y a un sujet sur lequel on souhaite travailler dans la commission, c'est de travailler notamment sur l'égaconditionnalité. On a évoqué, ça marche bien sur les marchés publics, la place de la RSE, etc. Alors en même temps, dans les discussions qu'on a pu avoir, alors l'égaconditionnalité, c'est notamment de pouvoir mettre un certain nombre de critères qui vous permet en fait de... Alors là, on était plutôt sur les marchés, mais on considère en tout cas que ce point-là peut être un point sur lequel on peut avancer. Et quand on discute avec tous ceux qui ont travaillé sur le sujet, ils nous mettent tout de suite en avant, attention de ne pas avoir l'effet boomerang. Voilà, je vais reprendre l'histoire des quotas. Les quotas, oh là là, on va mettre des quotas. Gna gna. Bon, on a vu quand même qu'en politique, ça avait eu un petit peu d'effet. On a même des femmes incompétentes maintenant en politique. Donc, comme quoi, tout est possible. Mais au moins, on a avancé et le sujet se pose moins. Mais sur l'égaconditionnalité, en tout cas, les prochains travaux sur lesquels on va travailler, c'est l'idée de bonus. C'est l'idée de bonus, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre la contrainte, parce que la contrainte, vous savez, si tout le monde traîne des pieds, ça ne sera pas forcément très approprié. Mais par contre, cette idée de bonus, de se dire, ah bah tiens, les femmes qui font une démarche, qui font... on réfléchit en tout cas à ce qui pourra être facilitateur dans leur démarche. Je pense que là, on tient quelque chose qui est extrêmement intéressant. Bon, on l'a vu en tout cas sur les marchés publics, mais je pense qu'on peut complètement transférer ça dans l'accompagnement, notamment dans une coopérative, de pouvoir mieux accompagner en tout cas les femmes à postuler, à leur garantir un certain nombre de choses. Je ne vais pas faire le contenu, j'en suis incapable là, mais de se dire, tiens, cette partie-là, on l'a réfléchi avec les top managers pour faire en sorte que les candidatures soient aussi importantes que celles des hommes. Ça, le formaliser, c'est déjà la première étape. Et je pense qu'en plus, en termes de démarche et d'émancipation, pour reprendre tes termes, Frédéric, c'est un point, en tout cas, de fierté, même si on ne va pas jusqu'au bout dans le parcours. Ah ben tiens, je l'ai fait. Parce que ce qu'a expliqué Catherine, je pense qu'on peut tous se le dire. Moi, quand je raconte mon parcours, tout le monde me dit... tout le monde peut s'y retrouver. Mais oui, voilà, il faut oser. Il faut oser, et souvent quand on... Voilà, le temps d'oser, il s'est passé 3 trains, et vous avez laissé passer les opportunités. Donc déjà, se dire, je vais oser, c'est aussi une première démarche. Alors justement, Frédéric Pfunder, eu égard à ce que vient de dire Fatima, j'imagine que vous vous retrouvez dans pas mal de ces promos, mais dans le mouvement associatif, quelle piste de réflexion pouvez-vous engager ? Alors, je commencer peut-être pas forcément juste par le mouvement associatif, même si c'est vrai pour lui aussi. Je pense qu'un sujet essentiel, c'est que les hommes s'impliquent sur ce sujet-là. Moi, je suis contente aujourd'hui de voir qu'il y a quand même pas mal d'hommes dans l'assistance. Et là, vous voyez toute une réelle évolution là-dessus. Oui, sur le fait que maintenant tout le monde... Bon, là, on est dans un espace particulier, une entreprise investie, etc. Ce qui nous arrive quand même très souvent quand on fait des réunions sur l'égalité femmes-hommes, sur la parité, c'est qu'il n'y a que des femmes dans la salle. Alors, bon, c'est bien qu'on s'en parle entre nous, mais on n'arrivera pas à grand-chose si les hommes ne s'impliquent pas aussi sur le sujet, ne se sentent pas concernés et ne sont pas convaincus de ce que ça apporte, en fait. Nous, ça nous semble quelque chose de naturel de se dire il faut que l'égalité femmes-hommes soit dans l'entreprise, que la parité soit là, dans l'entreprise et dans la société, on va dire. Mais si les hommes n'en sont pas convaincus, bon, c'est plus compliqué. Donc là, moi, je me dis c'est bien. Il faut ensuite aussi que dans les structures, on mette en place des cadres de travail et de participation. Je travaille pas seulement au sens emploi, mais aussi de participation qui soient plus égalitaires. Donc il y a des choses qui bougent dans la société sur
la façon dont les hommes participent aussi davantage à l'éducation des enfants, aux tâches ménagères. Mais ce sont des sujets indispensables pour faire aussi progresser l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise, évidemment. Et l'entreprise peut aussi avoir une démarche positive et volontariste, et doit l'avoir pour que les cadres de travail soient plus égalitaires et permettent aux femmes de s'impliquer aussi, parce que les hommes prendront aussi plus de place à la maison, dans d'autres espaces, etc. Après, je pense que c'est aussi important, effectivement, mais on l'a dit au travers de différents de nos échanges déjà, effectivement, il ne suffit pas de se dire ah bah oui, il faudrait qu'il y ait plus de femmes, mais j'ai fait appel à des candidatures, enfin j'ai fait appel à tout le monde, c'est ouvert, et puis je n'en trouve pas. Donc j'ai fait mon effort, quoi, en fait, hein, elles ne sont pas là. Donc effectivement, on y revient, la démarche volontariste, elle est absolument essentielle, et ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Alors, il y a beaucoup de travail, enfin il y a des associations qui sont très en pointe sur ces sujets-là et qui produisent de la ressource, dont des structures devraient s'emparer pour pouvoir progresser là-dessus. Mais juste quelques exemples assez concrets. Ce qu'on va remarquer dans plein d'espaces, c'est que si on laisse la parole, c'est plus souvent les hommes qui vont la prendre spontanément. On en revient à nos questions d'éducation, mais bon, c'est comme ça. Donc, un des enjeux, une des méthodes, sans doute, c'est de ne pas juste laisser prendre la parole, mais de décider de la donner aussi. Alors, ça peut paraître des fois un peu agressif, hein, d'aller dire je te donne la parole et de forcer quelqu'un à dire quelque chose. Mais bon, des fois, on peut connaître aussi son assistance, son entreprise, les personnes qui seraient susceptibles de parler. Et plutôt que d'attendre qu'elles prennent la parole, ce qu'elles ne feront pas forcément parce que les femmes le font moins spontanément, aller dire voilà, je te donne la parole, tu as quelque chose à dire et je te mets en valeur là-dessus. De la même façon qu'on peut mettre en place des binômes de travail aussi, un peu systématiquement. Alors si je parle d'association, ça peut être dans les AG, on a confié un projet à des administrateurs et administratrices et faire en sorte qu'ils viennent à deux en parler, que ça ne soit pas juste l'homme qui présente. Ça peut paraître un peu stéréotype, mais c'est quand même assez souvent ce qui se passe en fait. Hein. C'est que le projet va être porté à plusieurs, mais que c'est plutôt la figure masculine qui va venir le présenter. Donc, faisons en sorte systématiquement qu'il y a à la fois un homme et une femme qui présentent et que la femme prenne aussi la parole et qu'on montre qu'elle a participé, qu'elle a porté aussi et qu'elle le fait. Et on en revient au fait que ça donne des idées à d'autres femmes de se dire ah ben, évidemment, c'est possible. Enfin, un dernier point peut-être, et là ça rejoint aussi des choses sur lesquelles on travaille ensemble, c'est la question des réseaux de femmes dans les structures de l'économie sociale et solidaire ou ailleurs. Comment est-ce que des réseaux s'organisent, des réseaux de femmes, mais dans lesquels on peut peut-être aussi avoir des hommes qui viennent accompagner la dynamique, là aussi pour permettre de l'entraide, permettre de l'exemple, partager des bonnes pratiques qui ont été mises en place dans des endroits ou dans d'autres. Je pense que c'est des choses qui doivent se développer aussi. Catherine Douvray, je voudrais bien vous entendre aussi au sein d'Harmonie Mutuelle. Quelles sont les pistes de réflexion, quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez justement pour tendre à davantage d'égalité? Donc peut-être vous dire un peu où on en est sur le sujet. Donc on est très très fiers d'être depuis 2 ans déjà dans une enquête Statista Capital, le premier acteur de l'assurance en France en matière de diversité. C'est vrai en matière d'égalité femmes-hommes, c'est vrai sur beaucoup d'autres dimensions. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine et de conviction. Comme je le disais, le premier accord EGAPRO, il a été signé en 2015. Harmonie Mutuelle date de 2013. Hein. Avant, c'était des mutuelles régionales et c'est en 2013 que la grosse fusion qui nous a donné notre forme actuelle a eu lieu. Donc, on a 10 ans, hein. On n'est pas très vieux. Et donc, quand on est devant des acteurs qui ont beaucoup plus de moyens, d'ancienneté, de capacité aussi, parce qu'entreprise internationale, etc., on se dit qu'on a réussi quelque chose. Donc ça, voilà, c'est juste un témoignage. C'est ni un modèle ni un exemple, c'est un témoignage. Donc voilà, donc cette idée de contractualiser, on croit au dialogue social, donc de contractualiser avec les partenaires sociaux sur la base d'objectifs. Donc et c'est là que la question de se prêter à la comparaison, si je prends l'index par exemple d'Impact France, donc l'impact score, on l'a fait, on est à 70 sur 100, on est 27% au-delà de la moyenne. Il y a un autre indice qu'on a contribué à créer récemment qui s'appelle l'indice d'impact humain qu'on a créé avec Généo Entrepreneur et avec Human and Work. On a à peu près la même note et on la communique et on travaille surtout, c'est un outil de dialogue les index en fait. Et donc on travaille sur les points de faiblesse avec cette logique de contractualiser et de trouver
trouver des moyens. Donc il y a un réseau interne, effectivement, qui est mixte, qui s'appelle La Fabrique, je crois. Il y a eu des programmes dédiés talents au féminin. Sur les postes sur lesquels on recrute, on exige en finale d'avoir un homme et une femme. Donc une shortlist d'un seul genre, je ne sais jamais comment il faut dire, donc d'un seul genre on refuse. Donc voilà, les cabinets sont prévenus et on veut une finale mixte. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été mises en place. Oui, c'est vraiment des petits ruisseaux. C'est vraiment des petits grains de sable qu'il faut choper les uns après les autres et traiter. Enfin, s'il y avait un coup de baguette magique et une décision merveilleuse qui changerait tout, ça serait trop beau et ça, c'est pas possible. Et puis le dernier point, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je veux revenir là-dessus, c'est aller chercher. Moi, quand je suis arrivée en 2015, il y avait 0 directeur commercial femme. Enfin, il y avait 0 directrice commerciale. Et on m'expliquait, le management commercial était très masculin, évidemment, et on m'expliquait que ce n'était pas possible. Et donc, parce que les horaires, les transports, les déplacements, enfin tout ça, tout ce qui fait qu'on pense à la place des gens, voilà. Et donc, on a dit, bah, ça, c'est pas possible. Donc, on va nommer des femmes sur les prochains postes. On va nommer des femmes. Et donc, on est allé chercher des femmes dans l'entreprise. Donc, évidemment, elles n'étaient pas déjà directrices commerciales puisque ça n'existait pas. Et donc, on a nommé des femmes qui avaient d'autres fonctions, d'autres métiers dans l'entreprise. Donc, on a pris des risques. Bon, ça tombe bien, ça a marché. Et aujourd'hui, on a 12 régions. On a une majorité de femmes à la tête de ces 12 régions, sur des postes vraiment très business. Donc voilà, je m'arrête là. Je pourrais continuer pendant, je pense, plusieurs jours ou plusieurs heures. Mais c'est vraiment, je reviens sur cette idée de petits ruisseaux, de petits grains de sable et de volontarisme des dirigeants. Mais j'aime bien votre expression de petits ruisseaux parce que ça veut dire que les mentalités évoluent, que les choses changent petit à petit, lentement, mais sûrement. Fatima Bellared, je reviens vers vous parce que vous êtes productrice de cette exposition Matrimoine qui est présentée ici dans le cadre de la société Up. Finalement, la finalité de cette expo Matrimoine, c'est quoi? C'est de présenter des modèles, des exemples, c'est de créer l'envie? Alors, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Cette belle expo a été réalisée par ESS France. Voilà, et j'en suis la promotrice. Voilà, et nous sommes quelques-unes à être promotrices. Bah, c'est de renvoyer des exemples, c'est d'avoir des figures historiques qui ont marqué en fait l'histoire de l'économie sociale, avec des femmes qui ont fait bouger les choses, avec des femmes très contemporaines en fait, qui ont fait aussi bouger les choses à leur échelle. Et moi, je vais vous donner juste un exemple puisque je devais le dire tout à l'heure et que je n'ai pas évoqué. Même si 32% des salariés dans les scopes sont des femmes et que nous avions une direction nationale, donc notre organe de gouvernance, qui était à 33% de femmes à la direction nationale, c'est un sujet sur lequel on a voulu avoir une démarche volontariste et donc nous avons décidé sur la précédente mandature de travailler en fait et de mettre en avant le fait qu'on pouvait aussi avoir une direction nationale à 50-50. C'est pas parce qu'on n'est pas représentatif. Et donc, comme c'était un sujet qui nous tenait à cœur, nous l'avons mis en place. Nous avons eu beaucoup de refus de femmes qui nous ont dit « Oh là là, mais je ne vais pas être à la hauteur, ou je ne vais pas avoir le temps. » Et puis, il y a tellement d'autres administrateurs qui ont envie de candidater, on leur laisse la place et tout ça, parce que voilà, il y a ceux qui sont volontaires. Et donc, on a été les chercher, on a beaucoup insisté. Ça a été un travail de longue haleine. Et puis, peut-être le dernier point qu'on a voulu montrer au travers de cette exposition, c'est que c'est bien aussi de montrer qu'il faut faire ensemble. Je rebondis sur ce qu'a dit Frédéric, hommes et femmes. Donc je suis aussi ravie qu'il y ait plein d'hommes qui soient présents. C'est indispensable. Alors des fois, ça me sidère de devoir dire ça, mais la direction nationale, j'y suis arrivée. Bon, en plus, vous connaissez l'ancien président du groupe Up, mais sans Jacques, je pense que j'avais un regard tellement condescendant. Mais vraiment, c'était dur en fait. Moi, j'ai animé les débats.
Et je me disais, punaise, je passe vraiment pour l'ultra-féministe. Voilà, donc c'était à chaque fois... Alors je ne vous dis pas, la parité dans notre commission de contrôle, c'est les finances. Hein. C'est bien connu, c'est comme dans le commerce. Hein. Les finances, ce n'est pas une affaire de femmes. Mais c'est ça, en fait, c'est de trouver les bons binômes qui vont aussi porter ça. Et le fait de le porter conjointement, femmes et hommes, ça donne de l'espoir, de l'envie, de la motivation, le fait de ne pas être jugé. Ça donne vraiment, en tout cas, l'enjeu derrière de se donner tous les moyens pour le faire ensemble et que surtout ce soit effectif. Justement, Youssef Achour, vous avez fait le choix de présenter cette exposition au sein du groupe, ce qui est déjà un message que vous renvoyez. Comment avez-vous envie de faire bouger les lignes à l'aune de tout ce que nous avons entendu ? D'abord, je crois que ce qui était important, et c'était aussi de pouvoir avoir des regards inspirants et de pouvoir effectivement s'identifier à certaines façons de regarder le sujet qui aujourd'hui fait l'objet de cette table ronde. Et derrière le fait d'organiser cette table ronde et d'affirmer cette volonté d'améliorer les choses par rapport à ça, je crois qu'il y a, dans la démarche que nous avons, et derrière cette exposition, je pense qu'elle participe, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette volonté de montrer que les femmes ont un rôle à jouer, ce qui est normal dans la société, dans toutes les composantes de nos vies, mais aussi dans l'entreprise et encore plus dans une coopérative. Donc à partir de là, une fois qu'on a affirmé ça, je crois qu'il faut se mettre au travail. Il y a plein de choses qui ont été faites. Par exemple, si on prend le socle, il y a des éléments de socle qui existent. Je recherche le terme, excusez-moi, mais l'accord égalité professionnelle femmes-hommes, il existe chez nous. Donc on a quelque chose. Maintenant, comment on le fait vivre ? Comment on arrive à traduire dans cet accord, à le traduire dans les faits ? Donc là, vous l'avez dit, je crois que d'abord c'est un travail collectif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé un accord avec les partenaires sociaux, derrière le conseil d'administration, le COMEX, les RH, les partenaires sociaux doivent dire que ce n'est pas simplement un accord. Il faut effectivement l'attaquer et faire en sorte de le faire vivre. Puisque dedans, il y a des règles qui sont déterminées, il y a des principes qui sont définis. Ensuite, vous l'avez dit, derrière, il faut objectiver tout ça. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire sans objectivisation de ces sujets-là. On en reste juste aux grands principes, aux belles idées, mais pas à la concrétisation. Donc il va falloir se donner des objectifs pour atteindre... il y a les indices que les indices que tu as évoqués, Catherine. C'est vrai que l'indice femmes-hommes chez nous, je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, il est de 88 sur 100. Il est basé sur un élément. On est handicapé justement sur notre top management. Voilà, sur les salariés, sur les rémunérations du top management. Et si je dis ça, c'est tout simplement parce qu'il y a le fait de faire vivre nos accords et de les utiliser comme des leviers d'action. Le deuxième sujet, c'est les stéréotypes, on l'a évoqué. Je pense que, et là aussi ça a été évoqué, je crois qu'il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions qui vont porter leur effet dans la durée. Parce que ça ne va pas se décider tout de suite. Et comme tu l'as dit, Catherine, c'est les décisions, c'est aller chercher les gens. Donc prendre, et avec la DRH, on a un programme qui s'appelle le Talent Review, qui est censé déterminer les talents qui vont, on va dire les compétences ou les capacités de personnes qui sont aujourd'hui en place et qui peuvent effectivement, qu'il faut accompagner vers les fonctions de management et demain de direction. À ce niveau-là, il faut effectivement ne pas se contenter simplement de dire il y a des potentialités qu'on a identifiées, elles ont aujourd'hui 30 ans, 35 ans, il faut les amener, il faut faire le choix de dire dans ces potentialités, tu l'as dit, il faut qu'il y ait au moins autant de femmes que d'hommes. Et dans le parcours, il faut éviter de perdre les femmes, puisqu'on sait très bien que justement, c'est le risque, et donc il faut être encore plus présent et plus en capacité de créer les conditions, améliorer, tenir compte de ces phénomènes sociétaux ou culturels qu'on a évoqués, pour ne pas perdre en cours de route les femmes dans le parcours qui va les amener. Et si ces mesures-là sont prises, je pense que progressivement, par exemple le sujet que j'ai évoqué sur le fait que 70%
des managers sont des hommes et 30% sont des femmes, bah, il faut revenir à l'égalité et de dire à un moment ou à un autre, sans, encore une fois, avoir une politique, je dirais, qui va créer une discrimination vis-à-vis des hommes, mais simplement de dire effectivement qu'il faut, à 70-30, il y a une discrimination. Ça fait un donc objectif, voilà, ça fait un objectif il faut à se atteindre. donner à dire un objectif à 50-50 de managers, de cadres dans les différentes compositions. Et en reconstruisant tout ça, au fur et à mesure, avec un accompagnement avec les équipes RH et avec le conseil d'administration et avec l'ensemble des instances, bah, naturellement, va se dégager un potentiel de femmes supérieur à ce que l'on a, et probablement aussi que quelques exemples concrets, quand aujourd'hui on fait une promotion, on travaille sur une promotion interne ou sur un recrutement, bah, faire en sorte qu'effectivement il y ait toujours une femme, un homme. Donc il y a plein de choses que l'on doit mettre en œuvre, qu'on n'a pas forcément mis en œuvre parce que quelque part, ce n'était pas un sujet qu'on voulait réellement affronter. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le mettre en avant par rapport à cela. Donc j'entends beaucoup de pistes de réflexion. Je reprends, Catherine, votre expression de petits ruisseaux, parce qu'on sait que ce sont ces petits ruisseaux qui nous font avancer. Juste une petite phrase de conclusion à vous quatre, en reprenant d'ailleurs le titre de notre thématique, leadership féminin dans l'ESS, mythe ou réalité, avec un point d'interrogation. Alors ce point d'interrogation, Fatima Belaredj, pour conclure cette table ronde par rapport à tout ce que nous avons dit. Spontanément, j'allais dire avec une conclusion comme ça, je vais rien redire, mais non, mais là c'est pas possible, leadership des femmes. non, mais donc du coup, oser, et puis ayez en tête qu'il y a beaucoup de représentations, de stéréotypes, et que voilà, dans ce qu'on dirait spontanément, mettez un peu de côté, et puis osez. Frédéric Pfwender. Oui, alors on a déjà dit plein de choses, donc dire une phrase, moi je reviendrai à ce sujet qui me paraît essentiel, ne pas oublier quand on traite ce sujet d'interroger aussi la représentation qu'on a du pouvoir, entre guillemets, et de l'exercice des responsabilités. Si on attend d'une femme qu'elle exerce des responsabilités comme des hommes l'ont exercé depuis des décennies, eh ben, ça ne marchera pas forcément, en fait. Donc c'est l'ensemble de l'organisation qu'il faut réinterroger sur ces sujets-là. Message sociétal. Donc, Catherine Touvray, votre mot de conclusion ? Je vais rester exactement dans la même veine, se dire que si on accède à des postes de management, à des postes de pouvoir, c'est qu'on a le pouvoir de faire que le poste ne soit pas tenu de la même façon que la personne qu'il avait avant, se donner cette liberté-là, et du coup de ne pas se poser de questions. Les problèmes, on les règle et on ajuste les choses. Et puis si vraiment ça ne marche pas, c'est pas grave, on fait autre chose dans la vie. Mais voilà, se dire, il n'y a pas de conformisme là-dessus non plus. Et ça, c'est vraiment pour les hommes, pour les femmes, pour tous ceux qui doivent bouger, prendre une autre responsabilité. Vraiment, si on peut arriver à se dire que c'est pas ça le sujet, il ne faut pas se poser de questions, comme le dit Fatima, oser. Parce qu'on peut changer. Une fois qu'on a le poste, on peut changer, on doit changer. Youssef Achour, je vais vous demander de conclure, puisque vous êtes la force invitante. Nous sommes dans vos locaux et vous avez initié cette rencontre. Je crois que derrière tous ces éléments qui ont été apportés, je pense que concernant notre coopérative, concernant la coopérative UpCoop, je crois que ce qui est important, c'est d'enclencher un mouvement, d'enclencher une nouvelle dynamique qui vise à inscrire dans le temps, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, comme je l'ai dit, mais inscrire dans le temps cette volonté d'arriver sans doute dans les années qui viennent à rééquilibrer, à remettre de la cohérence et du bon sens dans cette répartition entre femmes-hommes à tous les stades de la coopérative, à tous les niveaux d'organisation et même au top management. Et que c'est les questions salariales, les questions de responsabilité, les questions de pouvoir soient traitées de manière le plus consensuelle possible et le plus serein possible, sans, encore une fois, que ça devienne une sorte de discrimination dans un sens comme dans l'autre, mais que ça se fasse comme ça s'est toujours fait chez nous, de manière la plus consensuelle possible, dans le dialogue, et dans le fait de rendre naturel quelque chose qui devrait être naturel. Et je crois que c'est vraiment ce travail-là, parce que c'est dommage, encore une fois, de se retrouver dans la situation qui est la nôtre, où on est plutôt une belle boîte. On a plein de choses, on a plein de choses qui portent notre histoire, notre identité et notre développement. Et en même temps, on a effectivement quelques décalages entre ce que nous sommes, ce que nous
présentons à l'extérieur et ce qu'est la réalité de la société d'aujourd'hui. Et donc je crois que c'est tout ce potentiel qu'il faut qu'on arrive à remettre en place, parce que malgré tout, je pense que dans les problématiques de demain que nous aurons à régler, je crois qu'on aura besoin de toutes les forces vives de la maison, et encore plus aujourd'hui d'une force vive qui est sous-représentée, qui est celle effectivement des femmes dans le top management de notre entreprise. Donc c'est un beau challenge, c'est un beau projet qu'on a à mener, il faut le mener ensemble, et j'en profite pour à nouveau remercier Catherine, Frédéric et Fatima pour s'être prêtés au jeu de ces échanges. Alors que ce soit chez Up ou dans toute autre structure, on entend que finalement nous avons tous notre rôle à jouer pour faire évoluer les mentalités. Merci en tout cas à tous les quatre de votre présence. Merci de votre présence. À bientôt. Merci à vous.